Nous sommes bien évidemment encore une fois ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous. Donc, ces WIMEC webinaires sont l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche portant sur les énergies marines, et notamment ceux réalisés dans le cadre des appels à projets portés par le WIMEC. C'est donc l'occasion pour vous de découvrir les objectifs et les principaux résultats à la pointe de la recherche sur les énergies marines et de découvrir de nouvelles compétences, des moyens d'essai utiles aussi pour potentiellement vos études, des outils de simulation, ou encore, comme aujourd'hui, des systèmes de récupération d'énergie innovants, voire même en rupture, comme dans le cas de Farwind, qui va vous être présenté donc aujourd'hui. Donc, ces rendez-vous, c'est aussi l'occasion d'échanger avec les porteurs de projets, pour nous l'espérons aussi pouvoir engager des futures collaborations. Donc, la durée de ce webinaire sera comme d'habitude de l'ordre d'une heure, questions comprises. Alors maintenant, quelques rapides indications avant de commencer, donc concernant le déroulé du webinaire. Donc, votre caméra et votre micro sont donc coupés. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton QR qui est sur l'interface Zoom en bas de votre écran ou en haut, ça dépend des configurations. Et puis, bien évidemment, nous essaierons d'en traiter un maximum pendant la session de questions-réponses dans la deuxième partie de ce webinaire. Et puis, je vous signale également que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir être diffusé dès demain sur la chaîne YouTube du WIMEC, où vous pouvez d'ailleurs retrouver les 9 premiers webinaires de la série. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons découvrir le projet Farwind et la start-up éponyme qui s'est créée récemment sur la base d'une idée en rupture et les travaux de recherche qui en ont découlé et qui consistent à exploiter le potentiel énergétique en haute mer, au-delà des limites conventionnelles. Donc, je vais sans plus attendre passer la main, ou plutôt le micro, à Aurélien. Bonjour. Voilà, je me déconnecte. Et ça va te permettre, Aurélien, de lancer ta présentation, de te présenter et puis de présenter le beau projet Farwind. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Voilà, je me mets en plein écran, ça devrait être bon. Oui, je suis super content de pouvoir partager effectivement ce bilan des projets qui ont été réalisés en partenariat avec WIMEC, avec le soutien de WIMEC, autour de cette technologie et puis qui aujourd'hui, du coup, ont conduit à la création de Farwind. Voilà, donc moi je suis Aurélien Babary, je suis donc le directeur technique de Farwind Energy actuellement. Avant de faire ça, j'ai travaillé 20 ans à l'École centrale de Nantes en recherche en énergie marine renouvelable. Voilà. J'ai formation ingénieur construction navale de Centrale Nantes, j'ai fait ma thèse à Centrale Nantes en EMR, j'ai fait à peu près 10 ans d'énergie des vagues, de recherche en énergie des vagues. Et puis, au bout de ces 10 ans, je me suis tourné vers l'éolien en mer, donc éolien en mer conventionnel pendant à peu près 5 ans. Et puis, depuis 2016, je me suis intéressé à la ressource éolienne, du coup, en haute mer, beaucoup plus au large. Voilà. Hop. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? En fait, l'origine du projet Farwind, mon intérêt pour ce sujet, c'est Flogen, l'éolienne Flogen, donc qui a été installée sur le site CMREF de Centrale Nantes il y a de ça maintenant plusieurs années, 2017 je crois. Il y a eu des travaux préparatoires forcément pour installer cette éolienne, des travaux pour installer le câble, des travaux pour installer des ancrages, et il s'est trouvé que j'étais assez bien sensibilisé à tous les défis que représente l'installation de ces infrastructures, câble et puis ancrage. Fondation. Voilà. C'est vraiment pas simple du coup de faire ça. Donc du coup, moi et puis un collègue, Jean-Christophe Giotto, pour ne pas le nommer, peut-être qu'il est présent aujourd'hui, on s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait faire de l'éolien flottant sans câble dans un premier temps. Et donc là, on peut dire on fait du stockage, on fait de l'hydrogène, quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps aujourd'hui. Et puis une fois qu'on s'est dit qu'on ne mettrait pas de câble, du coup on s'est dit ce qui serait sympa, c'est si on n'avait pas de câble, on pourrait aussi s'affranchir des ancrages. Voilà. Et donc comment on pourrait faire sans les ancrages? On a eu une première idée qui a consisté à se dire on pourrait mettre des propulseurs puis faire du positionnement dynamique. Donc ça ferait des éoliennes en positionnement dynamique. On a regardé si le bilan d'énergie pouvait être positif. C'est pas évident, mais c'est pas. Oui, ça peut être positif, mais c'est pas foufou.
Et du coup, on a eu une autre idée qui est du coup la technologie du voilier hydrolienne, qui est aujourd'hui vraiment au cœur des solutions que propose la société Fairwind Energy. Alors, cette technologie du voilier hydrolienne, qu'est-ce que c'est? Donc, cette technologie du voilier hydrolienne, l'idée, c'est de faire de l'éolien, de récupérer l'énergie du vent, sans infrastructure. Donc, il y a un petit schéma, il y a même maintenant, aujourd'hui, hop, une petite animation qui explique le principe, qui permet d'expliquer le principe sur YouTube. Alors, on a testé tout à l'heure, ça marchait pas mal, donc je reteste. Là, ça a l'air d'être un peu plus laborieux. Voilà. Donc, le voilier hydrolienne, comment ça fonctionne? Donc, le voilier hydrolienne, hein, la source d'énergie, c'est le vent. L'idée est d'utiliser le vent pour faire avancer un bateau. Donc, les voiles sur ce bateau, ce sont des rotors Flettner. Ce sont ces poteaux rouges que vous voyez, ces poteaux rouges qui tournent sur eux-mêmes, permettent de générer une force de portance. Ce sont vraiment comme un effet de voile. Ça utilise l'effet Magnus. C'est très efficace pour générer de la portance, en particulier dans des conditions de vent large, vent de travers en plein. Alors, les rotors Flettner, plus on les fait tourner vite, et plus la portance augmente, plus la force propulsive est importante. Ce que vous voyez sur l'animation. Et donc, l'idée, c'est que voilà, ce bateau, il avance grâce au vent, et donc sous le bateau, on va retrouver des hélices, des hydrogénérateurs, qui ne vont pas servir à propulser le bateau, ce pas des hélices de propulsion, c'est là pour produire de l'électricité. Les hélices tournent avec la vitesse, et ça fait de l'électricité. Cette électricité, du coup, comme on n'est pas raccordé, on la stocke à bord, soit dans des batteries, comme vous pouvez le voir. Alors, un certain nombre de batteries, parce que le stockage batterie, ça prend de la place et c'est lourd. Ce qui limite un peu les durées d'opération, les durées de cycle dans cette solution-là pour les stockages. Une autre option, c'est évidemment, on peut faire de l'hydrogène avec un électrolyseur, et puis on va convertir notre électricité en hydrogène qu'on va stocker à bord. Donc là, l'intérêt de ça, c'est que du coup, en termes de capacité de stockage, on peut stocker beaucoup plus longtemps, faire des cycles plus longs, ce qui va permettre d'aller chercher la ressource éolienne plus loin en mer. C'est des classiques avec l'électrolyse de l'eau. Et puis, une troisième option, c'est de ne pas s'arrêter à l'hydrogène, mais de recombiner cet hydrogène avec du dioxyde de carbone. On aura approvisionné à bord de sources terrestres pour synthétiser du méthanol, donc un alcool, qui est un gros intérêt d'être compatible avec le pétrole, d'être mélangeable au pétrole, comme on le fait aujourd'hui avec l'éthanol. Tac, voilà. C'est ça. Donc voilà pour le principe de comment ça fonctionne. L'idée, on a l'énergie du vent, on transforme ça en force propulsive. Sous le bateau, on a nos hydrogénérateurs qui font l'électricité, et cette électricité, il faut la stocker à bord. Donc il y a aujourd'hui quand même pas mal d'options pour faire ça, des batteries, de l'hydrogène ou du carburant liquide. Alors, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle ouvre en perspective la possibilité d'exploiter ce qu'on peut appeler des déserts bleus, c'est-à-dire la haute mer. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que cette haute mer, il y a plein de caractéristiques intéressantes à cette haute mer. Du coup, comme on peut le voir sur la carte, déjà en termes de ressources, c'est là où la ressource éolienne est la meilleure. C'est tout ce qui est en rouge, et là, on voit très clairement que c'est là où le vent est de meilleure qualité, la ressource est de meilleure qualité, beaucoup plus que ce qu'elle n'est à terre ou même en littoral proche. Donc le potentiel est gigantesque, très clairement. Je rappelle que notre planète est quand même couverte aux 2/3 d'eau. Il y a tout à fait possibilité de couvrir plusieurs fois la demande énergétique mondiale. Il y a d'autres caractéristiques tout à fait intéressantes qui sont l'indépendance énergétique et les conflits d'usage. L'indépendance énergétique, la haute mer, donc on est dans des zones extraterritoriales, du coup il n'y a pas de problématique géopolitique à exploiter cette ressource-là. Deuxième aspect, conflit d'usage, on est sur des zones qui sont très peu anthropisées, ou peut-être qu'on croisait de temps en temps un porte-container, mais voilà, c'est des zones où il y a très peu de monde, et donc où les problématiques de conflit d'usage ne se posent quasiment pas. Bon, aujourd'hui, ce sont des zones qu'il est quand même très difficile d'envisager d'exploiter avec des turbines éoliennes conventionnelles pour des problématiques d'infrastructure, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et de coûts en fait associés au déploiement de ces infrastructures. Voilà, donc ça c'est un peu le cheminement qui fait qu'aujourd'hui il existe Fairwind Energy. Alors je le remets en perspective, en historique perspective. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ce principe du voilier hydrolien,
Bon, honnêtement, c'est vraiment une idée originale qu'on a eue avec mon collègue Jean-Christophe Giotto. Puis après, on a regardé un peu quand même, on a fait Google, on a mis les mots-clés, et puis en fait, on s'est rendu compte que c'est une idée qui avait déjà été brevetée en 1982. Il semblerait quand même que dans le domaine de la mécanique, de l'énergie et tout ça, quand même assez difficile aujourd'hui d'avoir des idées vraiment innovantes, en tout cas sur des grands principes. Voilà. Donc, nous avons donc Monsieur Salomon en 1982 qui brevette ce concept de voile hydrolienne. Bon côté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est une technologie qui est ouverte, donc tout le monde peut se saisir de ce principe. Ce qui est aussi intéressant ou assez notable, c'est qu'en fait, entre 1982 et 2010, à notre connaissance, il n'y a pas eu de travaux de recherche à proprement parler. On trouve d'autres brevets autour de cette idée-là, avec des brevets sur plus des aspects détails de réalisation. En termes de publication, vraiment de travail de recherche, publication scientifique, ça commence à la fin de la première décennie des années 2000, avec deux papiers, je pense qui méritent d'être cités, celui de Kim et Park en 2010, et puis les travaux de Max Platzer et Nesrin Sarigoutlin, qui du coup poussent aux États-Unis très fort pour faire émerger ce type de technologie. D'ailleurs, hop, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour eux. Max Platzer, il vient de faire un bouquin voilà, qui s'appelle The Green Energy Ship Concept, Renewable Energy from Wind and Over Water. Donc, n'hésitez pas à me demander les références si jamais vous vouliez le commander. Premier bouquin sur le sujet à ma connaissance. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, à l'école centrale, du coup, on a commencé à s'intéresser à ça en 2016. On a commencé par faire de manière un peu classique un petit modèle analytique, semi-analytique, pour pouvoir faire des estimations de combien on pourrait produire d'énergie avec ce concept-là. Est-ce que ça a un intérêt? Voilà, des choses qu'on a publiées à l'OMAE en 2017 qui indiquent quand même que oui, ça a l'air, enfin, en tout cas, de notre point de vue, ça avait l'air suffisamment intéressant pour continuer de creuser. Pardon. Voilà, du coup, ça a permis également, ces premiers résultats ont permis également d'obtenir un financement de thèse de la part de l'ADEME et la région Pays de la Loire, la thèse de Gaël Claudic, qui est en train de se terminer actuellement, pour du coup continuer les travaux de modélisation et d'optimisation du bateau pour maximiser la production d'énergie, et également de proposer et puis décrocher des financements pour un certain nombre de projets WIMEC, que je vais détailler ensuite dans la présentation. Alors, voilà, il y en a eu 4 en fait, du plus petit au plus gros finalement en termes de financement. Au début, on a donc, le projet Wherever Optiroute financé en 2018. Donc là, l'objectif, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est sympa avec cette technologie de voile hydrolienne, c'est qu'on est, contrairement à... Ah, j'ai l'impression que ça a coupé. Ça a l'air d'être revenu. Revenu, c'est un peu bugué, mais c'est revenu. Par contre, on ne te voit plus. Bon, voilà. Mince, ben moi je te vois. Ah, bon, bah écoute... Si vous m'entendez, c'est le... Oui, on t'entend, donc tu peux poursuivre. Voilà. Ok. Voilà, je disais, donc, ce qui est sympa avec cette technologie, c'est qu'elle est mobile. Et donc, du coup, conceptuellement, on peut se dire qu'on peut router les navires pour faire en sorte qu'ils soient toujours à naviguer dans des conditions de vent qui soient optimales. Donc, optimales dans le sens avec des vents suffisamment forts, et puis également pas trop forts non plus. C'est-à-dire qu'on peut à la fois aller chercher du vent quand le vent est un peu faible, et puis aussi éviter le vent quand le vent est particulièrement fort, ou les conditions de mer trop démontées. Voilà. Ça, on l'a fait dans le projet Wherever Optiroute. Hop là. Je vais y revenir. On a également la même année obtenu le financement du projet Wherever Demo, où là, l'objectif a été de faire une preuve de concept expérimental. C'est-à-dire que quand on fait de la modélisation numérique, il y a toujours, analytique, il y a toujours le risque de se tromper de signe, de se planter quelque part, et du coup d'avoir des résultats qui sont faux. Voilà. Donc, du coup, là, ce qu'on a cherché à faire, c'est vérifier et valider nos calculs. Et puis, les résultats de Wherever Demo étant quand même tout à fait intéressants, il y a eu du coup des projets Autofleet Y1 pour Year One et puis Autofleet Plus dans la foulée pour aller plus loin sur ces essais, cette recherche expérimentale. Voilà, donc les résultats, comme je l'ai dit, du projet notamment, enfin des deux projets Wherever Demo et Wherever Optiroute étant vraiment prometteurs, du coup, c'est un peu ça tout le travail qui a été fait a quand même permis d'amener la technologie au TRL à peu près 4. Voilà, c'est tout ça qui a permis, qui m'a motivé en tout cas à
co-fondé Fairwind Energy en juillet 2020, l'année dernière, avec mes deux associés, Arnaud Poitou et Félix Gorin. Voilà, l'ambition maintenant de la société étant le déploiement d'un démonstrateur à l'horizon 2024. Alors, je rentre un petit peu dans le détail des projets maintenant. Je commençais par Wave OptiRoute, donc financement 2018 à l'appel à projet WIMEC amorçage. L'objectif de ce projet était tout simplement de quantifier, de faire une première quantification du facteur de charge de voiliers hydroliennes qui opéreraient en haute mer, et puis d'optimiser ce facteur de charge autant que possible par routage météorologique. Voilà. Donc, un travail qu'on a fait en collaboration avec Meltemus, qui est une petite entreprise de la région nantaise, qui est basée à La Chapelle-sur-Erdre. Je crois que Philippe Philippe Lelon, qui est une des deux personnes de Meltemus, et parmi les gens connectés. Voilà, donc Meltemus développe une solution de routage qui s'appelle QTVLM, qui est beaucoup utilisée par les plaisanciers puis les coureurs au large. Et donc, avec Meltemus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le critère d'optimisation dans QTVLM. Au lieu d'optimiser pour aller de A à B, on a optimisé par rapport à la production d'énergie. On a défini un nouveau critère. Puis on a rejoué du coup des années de météo 2015, 2016 et 2017. Et les résultats qu'on a obtenus sont que voilà, on peut tout à fait atteindre avec cette technologie des facteurs de charge qui sont au-delà de 80%, dans des zones bien sûr favorables, le nord de l'hémisphère nord, l'Atlantique Nord ou les mers du Sud. Mais voilà, on peut tout à fait atteindre des facteurs de charge au-delà de 80% avec des vitesses de vent nominales autour de 20. C'est tout à fait classique. Voilà, donc ces travaux-là ont fait l'objet d'une publication, plusieurs publications, mais peut-être la plus notable est celle-là, Comparison of the Capacity Factor of Stationary Wind Turbines and Weather Routed Energy Ships in the Far Offshore, que vous pouvez trouver sur Internet en mettant son titre. Alors, deuxième projet financé par WIMEC, Wherever Demo, à l'appel à projet petit matériel. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'était de valider expérimentalement le principe du voilier hydrolien. Faire une preuve de concept expérimentale qu'on peut produire des quantités d'énergie significatives avec ce principe de fonctionnement, d'une part. Quelque chose qui est quand même remarquable ou notable, dans le sens où là, on a quand même, je le souligne, je pense que ça mérite d'être souligné. Là, ce qu'on a fait, c'est tout à fait une première mondiale. Également, ce qu'on a voulu faire avec ce projet, c'est étudier l'effet de la traînée induite par l'hydrogénérateur sur la production d'énergie. Qu'est-ce qui est notable là? Là, il faut bien voir que le voilier hydrolienne, si l'hydrogénérateur est tout petit, comme par exemple un hydrogénérateur, un Watt&C 600 watts qu'on met sur les IMOCA qui font le Vendée Globe, là, l'hydrogénérateur il est tout petit par rapport à la taille du bateau, il n'y a aucun effet sur la vitesse du bateau, sur ses performances, mais du coup, la production d'énergie, elle est très faible aussi. Inversement, si vous avez un hydrogénérateur qui est très gros par rapport au bateau, il va freiner beaucoup, puis le bateau il va s'arrêter, du coup, vous ne produirez plus d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un optimum. Donc, les extrémums, c'est 0 et 0. Entre les deux, il y a un optimum qui est intéressant de rechercher. Et en fait, la modélisation montre que cet optimum dépend vraiment beaucoup des caractéristiques du bateau et que du point de vue de l'hydrogénérateur, en fait, on ne tombe pas sur la limite de Betz. On n'est pas sur le point de fonctionnement qui correspondrait à une stricte application de Betz. Pourquoi? Parce que contrairement à une éolienne ou une hydrolienne, la vitesse de courant apparent dépend de la manière dont on freine. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, avec une éolienne ou une hydrolienne, où là, la traînée induite n'a pas d'effet sur la vitesse de l'écoulement en amont, alors que dans le cas du voilier hydrolien, c'est tout à fait le cas. Et c'est ce qui est illustré en fait sur ces courbes-là, à droite. Le facteur d'induction, c'est une image de la traînée induite. Et donc, vous voyez que si on se place à la limite de Betz, A égale 1/3, on a une puissance absorbée qui est à peine de l'ordre du mégawatt, alors que si on est sur un facteur d'induction beaucoup plus faible, autour de 0,05, là, on est au-delà de 2 mégawatts. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé tout de suite par les gens qui sont commencés à s'intéresser au voilier hydrolienne, et on voit que si on ne voit pas ça, en fait, on rate quand même beaucoup sur le potentiel de production d'énergie de la technologie. Alors, j'en reviens. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait observé en simulation, donc, qui nous intéressait de valider en expérimental. Donc, pour le valider, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement
acheté un catamaran d'occasion, donc un Hobbycat Tiger, un bateau un peu performant. On a instrumenté, un bateau qui fait 18 pieds, 5,5 mètres de long, avec une grande voile et un foc. On l'a instrumenté, donc on l'a équipé d'un anémomètre pour mesurer le vent, principalement d'un GPS, d'un hydrogénérateur Watt & See de 600 watts, donc équipé d'une hélice de 240 mm, et puis une batterie, une électronique et une balance d'effort, afin de mesurer la traînée induite par l'hydrogénérateur et de regarder l'influence sur la performance, la production d'énergie. Donc, on avait sa capacité de faire varier cette traînée et de regarder l'effet sur la production d'énergie. Donc, on est allé faire les essais sur l'Erdre, à la plaine de Mazerolles, là, à la base nautique de Mazerolles, par un vent faible, force 2. L'idée étant qu'à par force 2, en fait, on se disait qu'on était à l'échelle 1/14e par rapport à ce qu'on imaginerait pouvoir être un navire à pleine échelle. Voilà. Donc, en termes de résultats, voilà quelques résultats. Vous avez à gauche la traînée induite par l'hydrogénérateur, donc l'effet de frein. En fonction du réglage de l'hydrogénérateur, donc la tension de sortie de la génératrice. Et puis à droite, vous avez une image de la production d'énergie, une espèce de coefficient de puissance, mais défini sur la vitesse du vent et pas sur la vitesse du bateau, parce que la vitesse du bateau dépend de la manière dont on freine. Alors que la vitesse du vent réelle, elle est indépendante et c'est ça qui est la source d'énergie. Et donc, ce que montrent les points là, c'est ce que vous voyez, hein, c'est qu'on a bien une dépendance significative de la production d'énergie à la manière dont on règle notre hydrogénérateur et donc la traînée induite par l'hydrogénérateur. Voilà. Donc, ce qu'on voit à droite, hein, c'est que plus on augmente la tension, plus on baisse à gauche, on voit à gauche la traînée, et à droite, on voit que ça permet d'augmenter la production d'énergie. Alors, bon, dans les essais, on se dit ça aurait été bien de continuer à augmenter la tension. Bon, malheureusement, on a été limité et puis on a eu des petits aléas expérimentaux. Une carte qui a lâché durant les essais qui font qu'on n'a pas plus de points que ça. Néanmoins, c'est intéressant parce que ces essais-là, ils permettent quand même de faire des extrapolations, de la validation et des extrapolations. Donc, c'est ce qu'il y a dans ce tableau-là. Vous avez 2 colonnes pour l'échelle 1/14e et puis une colonne pour la pleine échelle. Donc, l'échelle 1/14e, vous avez la comparaison entre les essais et puis les résultats de simulation numérique. Et donc, le bateau, il fait 5,50 m, on a à peu près 21 mètres carrés de voile, tac, 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 tac. Si on va tout en bas, on voit que dans les essais, on a mesuré à peu près 63 watts de production dans un vent de 2,8 mètres par seconde. Le modèle numérique, lui, il dit que dans ces conditions-là, on devait produire 69 watts. Donc, vraiment, on est plutôt très satisfait de l'adéquation entre la modélisation et les essais, hein, ça marche vraiment bien. Et du coup, à droite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le modèle numérique pour extrapoler la performance à la pleine échelle, à l'échelle. Et donc, ce que nous montrent les résultats là, c'est qu'à pleine échelle, alors il y a deux colonnes. Une, c'est si on prend l'hélice Watt & See et qu'on la met, qu'on fait x14, qu'on la met à l'échelle 1. Voilà. Donc là, on ne fait rien de spécial sur l'hydrolienne, on prend celle telle qu'elle a été dessinée par Watt & See. Donc, si on fait ça, la production d'énergie, c'est de l'ordre de 1,7 MW, donc dans des conditions de vent dans 10 mètres par seconde, donc 22, de vent réel et au travers, 90 degrés. Ce qui est clé, ce que on a vérifié et ce que disait la modélisation, c'est que c'est absolument clé d'optimiser notre hydrogénérateur. Et donc, le modèle numérique qui permet de faire ça, il permet en fait de dire, et maintenant, si j'avais un hydrogénérateur dont je pouvais optimiser le facteur d'induction, donc la traînée induite. Si on fait ça, on voit qu'on peut aller encore au-delà de ça, on peut aller de l'ordre à une puissance produite, donc sur l'arbre de l'hydrogénérateur, enfin, c'est ça, sur l'arbre de l'hydrogénérateur, d'au-delà de 2,3 MW. Donc, tout à fait significatif. Voilà, donc ces résultats, une partie a été publiée aux dernières journées d'hydrodynamique. Pareil, le papier est en ligne, tout à fait accessible de manière librement. Et puis, on est en train de compléter ce papier et de faire une deuxième publication qui a vocation à être soumise à Ocean Engineering dans les jours, semaines qui viennent. Où vous trouverez, notamment, où il y aura ce tableau qui n'est pas dans la publication des journées d'hydro.
Voilà, dans la suite du coup, de ces premiers essais du projet Wherever Demo, du coup, on a déposé et obtenu des financements dans le cadre des appels à projets recherche de WIMEC en 2019 pour Autofleet Y1 et en 2020 pour Autofleet Plus, où là, l'objectif, ça a été de développer des algorithmes de contrôle et d'optimisation temps réel pour la production d'énergie. Voilà, on a fait les essais Wherever Demo. Dans ces essais-là, je vous ai dit, on a un petit problème de contrôleur qu'on a cramé. Donc, on avait deux possibilités. Soit on réparait, puis on pouvait faire d'autres essais, soit on passait à la phase d'après. Et la phase d'après, c'est quoi? On s'est bien rendu compte dans les essais que quand même, avoir un équipage qui barre tout en essayant de produire de l'énergie, c'était pas idéal. Et puis, en plus, une voile souple n'est probablement pas la meilleure option pour ce type de technologie. On pense que le rotor Flettner est quand même bien mieux adapté au cahier des charges. Voilà. Ce qui fait que on s'est dit que plutôt que de réparer notre plateforme expérimentale, on allait la faire évoluer. Donc, d'abord dans le cadre de Autofleet Y1, du coup en l'équipant avec un rotor Flettner pour la propulsion, et puis en développant une plateforme téléopérée, donc télécommandée à distance. Et ensuite, équiper une capacité de suivi de trajectoire. Voilà, donc on a commencé à faire ça, et puis on s'est dit assez rapidement qu'en fait, ce qui serait bien, c'est d'équiper cette plateforme plutôt que d'un rotor, plutôt de deux rotors, ce qui permettrait de regarder des choses, de regarder ce qu'on peut obtenir d'un pilotage indépendant, différencier des deux rotors pour limiter les effets d'interaction aérodynamique, pour aussi voir ce que ça peut donner en termes de tenue de cap. Voilà. Et puis également de faire de l'optimisation en ligne de la production. Donc, c'est-à-dire optimiser en ligne le réglage de l'hydrogénérateur pour extraire le maximum d'énergie possible de la plateforme. Donc là, on est sur des choses en cours. Voilà. Là, aujourd'hui, on a du coup un SCADA qui fonctionne pour cette plateforme. Le premier rotor, donc, il est en cours de réception. Il est arrivé à l'école centrale la semaine dernière, mardi dernier. Aujourd'hui, on est sur des premiers essais prévus deuxième quinzaine d'avril. Et puis, j'ai une petite vidéo voilà, qui illustre ça. J'espère que ça va passer. Effectivement, un petit problème qui voilà, vous montre une vidéo de la plateforme avec son rotor qui tourne dans la zone technique à côté des bassins hydrodynamiques de l'école centrale. Désolé pour la qualité pas terrible de la vidéo. J'ai fait ça un peu rapidement avec mon téléphone, mais ça permet de se faire une idée de l'objet. Voilà, alors je crois que j'arrive à la fin en termes de perspective. Du coup, aujourd'hui, on a du coup Farwind Energy qui a été créé pour poursuivre le développement technique et puis et assurer la commercialisation de cette technologie qui est vraiment issue de la recherche à Centrale Nantes et puis qui en est aujourd'hui là où elle en est quand même vraiment grâce à WIMEC qui est la région Pays de la Loire, derrière WIMEC. Ça, je pense que vraiment, on les remercie. Honnêtement, le soutien de WIMEC a vraiment été critique dans le développement de la technologie et je pense que WIMEC aussi a le mérite d'avoir osé investir ou soutenir une technologie très en rupture et je peux vous dire que ce n'est pas le cas de tous les autres financeurs qui ne se sont pas montrés forcément aussi, voilà, qui n'ont pas forcément osé prendre autant de risques, et ce qui est quand même un peu dommage de la part d'acteurs qui sont censés soutenir la recherche. Voilà. Donc pour Farwind, les prochaines étapes, c'est donc en collaboration avec le Léa, c'est quand même valider cette nouvelle preuve de concept avec ces deux rotors, et puis la mise à l'eau d'un démonstrateur à l'horizon 2024. Donc un démonstrateur qui sera peut-être au-delà d'un démonstrateur que l'entreprise. Pour l'entreprise, nous visons plutôt une tête de série. Il y a vraiment des marchés aujourd'hui sur lesquels ce qu'on propose a beaucoup de sens, en particulier dans les Antilles, là où l'électricité est très chère, très carbonée, chère et très carbonée, et où là, même un premier bateau, même avec ses coûts assez élevés, peut trouver son marché. Voilà. Et puis derrière, une commercialisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que je suis à peu près dans les temps, Philippe. C'est la partie, je suis à l'écoute des questions. C'est parfait Aurélien, merci pour cette très belle présentation, vraiment très intéressante. Donc on va passer à la session de questions-réponses. Je vais regarder là sur l'interface, il y a des premières questions qui sont arrivées.
Peut-être une première série de questions sur la configuration du Farwinder. Alors, c'est quelque chose que tu as évoqué dans ta présentation, mais peut-être donner un peu plus de détails techniques. Quelle est la motivation pour utiliser des rotors Flettner par rapport à d'autres types de voiles pour les Farwinder? Alors, la motivation, elle est essentiellement liée… enfin, il y a plusieurs raisons qui font qu'on s'est tourné vers les rotors Flettner. On s'est tourné vers les rotors Flettner parce que, notamment en 2016-2017, quand on a commencé ce projet, on a regardé ce qui était disponible sur étagère, ce qu'on pouvait utiliser comme propulseur hélique. Et à l'époque, en fait, clairement, le mieux développé, le plus avancé, c'était le rotor. À cette époque-là, il y avait notamment Enercon avec le bateau E-Ship 1, des rotors de 27 mètres de haut et 4 mètres de diamètre, qui fonctionnait déjà depuis 6 ans, un bateau qui avait été lancé en 2011. Voilà. Donc, on était sur une technologie qui avait l'air quand même à un niveau de maturité tout à fait intéressant. Une technologie qui est également extrêmement performante pour générer de la portance, puisque on va obtenir des coefficients de portance de l'ordre de 10, donc quasiment 10 fois plus élevé qu'une voile conventionnelle. Et ça, c'est très intéressant pour des bateaux qui font essentiellement du vent de travers. Les bateaux de Farwind, les voiliers hydroliennes, c'est des bateaux qui ont vocation, sur cahier des charges, qui ont vocation à naviguer vent de travers la plupart du temps. Voilà. Et donc, le rotor a un très bon coefficient de portance. Il a aussi un coefficient de traînée élevé, donc en termes de finesse, c'est vraiment pas terrible. Donc pour faire du près serré, ça va pas bien marcher. Du coup, pour des navires de commerce, ça peut se discuter. C'est pas forcément l'option la plus pertinente. Je pense que ça va dépendre des configurations. Pour l'application Farwind, bon, comme il faut surtout de la puissance, vent de travers, ça va l'air quand même pas mal. Ce que je peux ajouter aussi, ce qui est assez séduisant aussi avec le rotor Flettner, c'est que c'est assez, intrinsèquement, c'est fail-safe. Dans le sens où si jamais vous avez une panne, ce qui va se passer, le rotor il va s'arrêter, et du coup le rotor il va se transformer en poteau, et donc c'est là où les efforts aérodynamiques vont les plus faibles. Voilà. Vous avez, quand le système s'arrête, c'est là où il se met automatiquement quelque part en sécurité. Voilà, ce que je peux dire rapidement. Après, le sujet de la propulsion vélique se développe énormément depuis quelques années, là, ce qui fait que un choix qui a été fait par le passé peut être révisé dans le futur. Bon, aujourd'hui, en tout cas, côté Farwind, on pense quand même que ce choix du rotor, il se tient. Voilà. Ok, alors toujours pour le bateau, quelles sont la taille et le poids du bateau? Alors, sur le bateau que vous avez vu, sur ce catamaran-là, il ferait 80 mètres de long et 1400 tonnes de déplacement en version batterie. Stockage batterie, donc stockage 20 heures. Donc, bateau de 2 MW de puissance, 20 heures de stockage, 40 MWh de batterie à bord, à peu près 400 tonnes. Voilà. Alors, je signale aux personnes que c'est plus facile de déposer vos questions dans l'interface QR plutôt que dans la discussion. Donc, voilà, je le resignale. Toujours peut-être sur la géométrie et sur le bateau, on avait une question sur le choix du catamaran. Pourquoi avez-vous retenu un catamaran? Et quelqu'un nous dit que c'est pas forcément l'objet le plus marin avec des chocs possibles qui sont répercutables sur les rotors. Est-ce que tout tu à as fait. un avis là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le catamaran, ça a été le point de départ. On voulait un multicoque. Alors, la vérité, je vous donne la vérité. La vérité, c'est qu'au départ, c'était quoi l'idée? Enfin bon, bref, on est parti sur un multicoque parce qu'à un moment, on a discuté avec Mauric. Et puis Mauric nous avait dit, mais si vous voulez faire un bateau qui soit peu de résistance à l'avancement, parce que c'était ça qu'on voulait faire, vous pourriez faire un grand multicoque, voilà, un grand catamaran. Donc, on est parti sur un grand catamaran. Ça, c'était il y a plusieurs années de ça, c'était vraiment dans le contexte des travaux du laboratoire, parce qu'il faut bien partir de quelque chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, le catamaran, on n'est pas bloqué sur cette idée, et du coup, côté Farwind, je peux vous dire que effectivement, ce design a évolué et que c'est plus tout à fait ça aujourd'hui. Ok, alors toujours pour peut-être en terminer avec les aspects un peu de géométrie, quel diamètre pour les turbines hydroliennes qui seront installées sur le démonstrateur de 2 MW prévu en 2024? De l'ordre de 4 mètres. Pardon, excuse-moi. De l'ordre de 4 mètres. A priori, en fait, ce que la théorie montre, c'est que plus elles sont grosses, mieux c'est.
parce que, bon, je vous invite vraiment à, si vous voulez en savoir plus, à vous plonger dans les papiers, mais ce que la théorie montre, c'est qu'en fait, il y a, en termes de pertes énergétiques, on convertit l'énergie du vent en force propulsive, et après, on a des pertes qui sont liées à la résistance de l'eau sur la coque, la résistance de vague, bien sûr, mais également au fait que nos hydrogénérateurs mettent en mouvement l'eau à leur passage. Et donc, on a une perte qui est aussi liée à l'hydrogénération. Et cette perte-là, elle peut être minimisée si on a des hydrogénérateurs de très grande surface. Voilà. Mais très grande surface, voilà, ça c'est la théorie. À un moment, si on fait des choses trop grandes, ça devient difficile techniquement, en termes de tirant d'eau et tout ça, quoi. Donc, bon, a priori, autour de 4 mètres, peut-être 5, ça a l'air d'être assez optimal. C'est-à-dire que là, aller plus loin ne présente plus vraiment d'intérêt d'un point de vue production d'énergie. Alors, toujours pour rester un peu dans le domaine de l'hydrolienne, là, quel est l'impact de l'hydrolienne, enfin d'une hydrolienne quand même de cette taille, hein, qui est quand même imposante, sur la manœuvrabilité et la tenue à la mer du bateau? Alors, sur la manœuvre, ça, c'est des bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est des points qui sont un peu encore à étudier. Enfin, ça fait partie des sujets qui sont à l'étude aujourd'hui avec, on espère, assez court terme, des essais de tenue à la mer qui seront réalisés pour s'intéresser à ces aspects-là. Alors, toujours dans la partie, on va dire, la partie navigation, avez-vous pensé à des foils pour optimiser la traînée? Oui, alors après, des foils sur un bateau qui fait plus de 1000 tonnes, c'est pas évident. Et puis les foils, on sait quand même que c'est un peu tendance à casser. Alors pas forcément parce que c'est fragile en soi-même, mais parce que c'est quand même des pièces exposées et que il y a de temps en temps des collisions. Enfin, il y a des choses dans l'eau avec lesquelles il peut y avoir des collisions. Donc l'expérience quand même du Vendée Globe, de ces bateaux qui vont assez vite, enfin vous avez bien vu, hein, il y a quand même beaucoup de casses. Et du coup, voilà, ça fait que aujourd'hui, on n'est pas certain que ça soit une option pertinente. Alors, on va passer peut-être un peu à la navigation. Faudra-t-il toujours un pilotage humain ou bien tout sera-t-il automatisé pour le pilotage donc, des Farwinder? Nous, notre vision, hein, c'est des navires qui soient téléopérés. Alors, il y a deux possibilités. Soit qui sont téléopérés. Une idée, c'est qu'ils naviguent en flotte, donc en espèce de meute, et qu'ils soient téléopérés depuis un navire accompagnateur. Du coup, on mutualise les équipages en fait sur un bateau qui suit son troupeau. Donc, vraiment, l'image, hein, c'est un berger et ses moutons. Ça, c'est une possibilité. Bon, idéalement, la réglementation permettra-t-elle de le faire un jour? On l'espère en tout cas, c'est que les bateaux soient téléopérés depuis un centre à terre. Ok. Alors peut-être une extrapolation vers le futur. Quelle longueur de bateau, peut-être d'ailleurs aussi au niveau des rotors Flettner, faudrait-il pour produire 15 mégawatts? Alors, c'est le facteur d'échelle là. Écoutez, monsieur bonne dame, 15 mégawatts. Alors, vous voulez en puissance nominale, 15 mégawatts? On va dire en puissance nominale. Ouais. Bon, parce que quand même, il faut insister sur le fait que même si la puissance est un peu plus faible, les facteurs de charge sont quand même très élevés. Ce qui fait qu'au total, finalement, aujourd'hui, avec un bateau de 2 mégawatts, si vous le faites tourner à 60% de facteurs de charge, par rapport à une éolienne de 5 mégawatts qui tourne à 40% ou 30%, vous voyez que vous êtes en fait en termes de production d'énergie sur les mêmes ordres de grandeur. Voilà. Après, pour aller sur du 15 mégawatts, on va avoir un facteur 8, mais probablement, là comme ça, là, vite fait, je dirais un facteur 2, peut-être un peu plus. Mais c'est vraiment… Bon, c'est un ordre de grandeur, quoi. Ouais. Alors peut-être toujours sur cet aspect pilotage, le pilotage en troupeau serait-il fait comme des essaims de drones? Oui, je pense que je pense que la réponse est oui. Alors peut-être une question encore sur le rotor Flettner, et ça serait intéressant parce que moi-même j'ai eu un peu de mal à comprendre au début le rotor Flettner. Pouvez-vous commenter le bénéfice de passer par l'intermédiaire d'un hydrogénérateur plutôt que de produire l'électricité directement par les rotors Flettner? Alors les rotors Flettner ne produisent pas d'énergie, ne produisent pas d'électricité. Les rotors Flettner consomment de l'énergie. Voilà, c'est un rotor, c'est un poteau. Un poteau, si vous ne faites rien, il ne produit pas d'énergie, il ne produit pas de portance, il ne fait que de la traînée.
Le poteau, à partir du moment où vous le faites tourner, il génère une force propulsive. Et voilà, ça fait avancer le bateau, mais il n'y a pas moyen de produire de l'énergie avec ça. Et c'est pire, pour faire tourner votre poteau, il faut forcément mettre de l'énergie dans le poteau. Donc, le système énergétique fait que on récupère l'énergie au niveau de l'hydrogénération, et une partie de cette énergie produite par l'hydrogénérateur est réinvestie pour faire tourner les rotors. À peu près 20% de l'énergie produite, elle est réinvestie pour faire tourner les rotors, et les 80% qui restent, eux, sont disponibles pour le stockage. Voilà, mais il n'y a pas possibilité d'utiliser les rotors pour produire de l'énergie. Ils sont consommateurs d'énergie. Je vous invite à re-regarder la vidéo peut-être pour clarifier ça. Il y a plein de vidéos très bien faites sur l'effet Magnus, les rotors Flettner sur Internet. Voilà. Alors peut-être maintenant sur la partie stockage et délivrance de l'énergie stockée, le Farwinder reviendrait à terre pour amener son énergie, ou des bateaux viendraient-ils récupérer soit les batteries, soit l'hydrogène, soit le power to liquide, enfin le carburant de synthèse qui serait produit? Alors, les deux sont possibles et envisageables, mon capitaine. Alors, dans la version batterie, on va être sur des cycles assez courts, comme je l'ai dit, une vingtaine d'heures. Donc, du coup, là, c'est le bateau qui va revenir. Il ne sera jamais très, très loin. Dans la version hydrogène, on va être sur des cycles à la semaine. Faire du transfert d'hydrogène en mer, peut-être pas évident. Donc là, probablement, les bateaux reviendront aussi, ramèneront leur énergie produite. Par contre, dans la version carburant liquide, et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé à cette solution-là, se dire qu'on va transférer le carburant en mer, on est sur un carburant liquide, et en plus, on est sur un carburant qui est biodégradable. C'est quand même assez sympa avec le méthanol. Donc, même si vous en perdez un peu dans l'opération, ça se mélange très vite, et c'est dégradé par l'environnement très rapidement. Ça ne fait pas de nappe de pollution à la surface, parce qu'il n'y a pas la marée noire. Donc là, l'idée dans cette configuration-là, c'est effectivement des grandes flottes dans les zones les plus exposées et qui sont tout le temps à produire. Et toute la partie logistique, transport du carburant, là, elle est faite par des navires dédiés, des tankers, des chinutiers. Alors peut-être maintenant une question sur le plan de développement à court terme. Donc entre la phase de démonstration que tu as montré là pendant la présentation et puis les prototypes, le prototype pré-commercial de 2024, est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires entre les deux? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être démontrées par partie, qui peuvent être démontrées à terre ou sur d'autres plateformes? Oui, on est sur… ces navires, c'est des Lego, enfin, c'est un grand Lego, il y a plein de briques. Donc, la stratégie, c'est chacune de ces briques, déjà, de les mettre au point et de les valider pour partie à terre, pour laquelle c'est possible, et puis pour les autres en mer. Par exemple, je l'ai dit, un hydrogénérateur, on a tout intérêt à avoir un hydrogénérateur qui soit optimisé et adapté à l'application. Donc ça nécessite à la fois de dessiner l'hélice qui va bien, de dessiner le pod hydrogénération qui va bien. Et du coup, là, il y a un jalon qui est probablement d'installer cet équipement, le construire à l'échelle 1, l'installer sur peut-être un remorqueur, et puis de faire des essais avec pour vérifier qu'il fonctionne bien comme il faut, et le déverminer. Et ensuite, une fois qu'il est fait, l'intégrer sur le premier démonstrateur. Et donc, ce raisonnement, on le tient pour toutes les briques du puzzle, en tout cas celles qui sont les moins matures. Ça marche aussi pour le stockage, ainsi de suite. Alors, une question qui a trait justement à ce pôle hydrolienne. Est-ce que vous développez vos propres hydroliennes? Ou est-ce qu'elles sont suffisamment génériques pour récupérer les équipements qui seraient sur étagère? Non, enfin, si on pense… Alors, pareil, la vérité, initialement, on se disait, on va utiliser des hydroliennes classiques, et puis en fait, on s'est rendu compte, ou on nous a fait nous rendre compte qu'on allait avoir des graves problèmes de cavitation si on faisait ça. Voilà. Ce qui fait qu'il faut redessiner l'hélice. Enfin, il y a deux problèmes. Il y a un problème cavitation, du coup, il faut redessiner l'hélice pour ça, et puis également, l'hélice, elle n'est pas optimisée pour le point de fonctionnement qui est optimal pour des navires hydroliennes. Donc, il faut la redessiner. Et derrière, en fait, la chaîne de conversion en termes de vitesse de rotation, de puissance et tout ça, c'est assez différent d'une hydrolienne conventionnelle. Donc, il faut repasser par une phase design et validation sur cette brique-là. Alors peut-être toujours sur le plan de développement à court terme, quand penses-tu pouvoir faire les premiers essais en mer? Alors, sur le gros bateau, l'échelle 1, 2024. Voilà. Et peut-être sur le petit?
Ah, pardon. Alors, sur le petit, si la question était sur le petit… Non, la question n'était ni sur le gros ni sur le petit, mais peut-être que tu peux sur le petit. Ouais, sur le petit et ses mères, on aimerait bien juin, là. Donc, il y a une première phase essai herdre, déverminage herdre, et puis si ça c'est bon, après on ira en mer. Là, l'enjeu, c'est qu'on sera en environnement dynamique, quoi. Donc, il y aura des vagues, ça va secouer un peu l'ensemble. On veut voir ce que ça donne. Alors, bon, pareil, hein, ce qu'on a fait avec ce que j'ai montré, la vidéo que j'ai montrée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait bouger le bateau. On a soulevé l'étrave, voilà, on a simulé du roulis et du tangage. Honnêtement, le rotor, ça lui fait vraiment rien. Il se rend pas compte du tout, quoi. Donc, c'était assez surprenant. On l'a fait derrière les filets, en se disant ah si ça casse, c'est hyper dangereux. Et en fait, non, vraiment aucun problème. Alors, plusieurs questions maintenant sur la maintenance. À quelle fréquence, alors peut-être que c'est des choses qui feront partie des choses qui vont être découvertes dans le cadre des essais, mais à quelle fréquence ces Farwinder doivent-ils revenir à terre pour la maintenance? Et est-ce qu'il faut, je finis, je te pose les deux questions en même temps, et est-ce qu'il y a besoin d'infrastructures spécifiques pour les entretenir, et notamment, si oui, les ports en seraient équipés aujourd'hui? Bon, c'est des bateaux équipés de rotor Flettner. Donc là, des bateaux équipés de rotor Flettner, jusque-là, on est sur des choses qui sont pas… Enfin, fondamentalement, on n'est pas sur des choses radicalement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être le sujet sera plutôt autour de… excusez-moi. Quelqu'un qui essaie de rentrer dans le bureau. Bon. Donc je disais, peut-être le sujet est plus autour des hydrogénérateurs, voilà, qui sont là peut-être une des briques, enfin en tout cas leur maintenance, leur tenue est plus incertaine. Là, on a peut-être plus de choses à découvrir. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à la maintenance en mer, s'il y a des réparations lourdes sur un gros équipement type un pod d'hydrolienne ou un rotor Flettner? Oh on ne réparera pas en mer. Je pense que là, dans ce cas-là, alors les bateaux sont équipés de plusieurs rotors, ils sont équipés de plusieurs hydrogénérateurs. Donc, ce qu'on imagine, c'est qu'ils auront une capacité à rentrer tout seuls. Voilà. Bon, dans le cas où ils ne seraient pas capables de rentrer tout seuls, dans ce cas-là, ils seront remorqués. On ira les chercher, ils seront remorqués, et puis les réparations se feront dans un port au niveau d'une infrastructure adaptée. C'est facile à faire. Hein. C'est quelque chose qui est, voilà, par rapport à de l'éolien flottant, il n'y a pas besoin de déconnecter. Débrancher, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas se priver de cet avantage, je pense. Toujours une question sur les hydrogénérateurs. Pourquoi seulement 2 hydrogénérateurs pour un bateau? Est-ce que c'est une question d'influence de l'un sur l'autre ou de traîner il faut commencer par quelque chose. Donc 2, ça nous paraissait pas mal. Voilà. Aujourd'hui, on regarde aussi si on en met qu'un, on regarde si on en met 3. Ça fait partie des variables d'optimisation, hein, très très clairement. Voilà. S'il y a des gens qui assistent à ça et qui ont envie de se lancer sur le sujet, il faut bien quand même voir que c'est absolument génial pour un chercheur, ce sujet-là. On est sur une thématique de recherche dans laquelle aujourd'hui, il y a une vingtaine de papiers. Imaginez, vous êtes un archéologue et vous avez trouvé une nouvelle civilisation un petit peu, quoi. C'est le pied. Pour la partie prototype et ensuite, on va dire, flotte opérationnelle, quels sont les chantiers, alors peut-être en Pays de la Loire, qui peuvent construire ce type de bateau? En Pays de la Loire, on va avoir les chantiers de l'Atlantique, ça c'est sûr, qui pourraient faire ce type de bateau-là. Je pense qu'après, il peut y avoir des clusters comme Neopolia qui pourraient aussi construire ça. On est plutôt, a priori, on va être sur des bateaux acier, donc un chantier comme Océa, sans doute, ne serait pas adapté. Bon, des chantiers plutôt gros, quoi. Voilà. Après, c'est des bateaux qui sont grands par leur taille, mais qui sont petits par leur poids. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là? Bon, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être ils peuvent être construits au sec et mis à l'eau avec des grues ou avec un plan incliné. Bon, ça fait partie des choses qui sont à regarder également. Alors, une autre question sur les hydroliennes. Pouvez-vous nous dire quel est l'ordre de grandeur de vitesse de rotation des hydroliennes alors ça, c'est quelque chose que tu as évoqué aussi. Quelle est leur puissance unitaire? Alors, puissance unitaire, on va être du coup je vous ai dit, les bateaux font 2 MW. Les rotors, les bateaux font 2 MW, c'est la puissance des hydroliennes, en fait. 2 MW.
Donc, s'il y en a deux, vous pouvez faire la division. Après, la vitesse de rotation, non, je ne peux pas vous dire. Je sais, mais je ne vous dirai pas. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de projets aux Antilles, hein, notamment sur la partie génération électrique. Il y a une question sur le plan de financement. Est-ce qu'il a déjà été réalisé pour un tel projet et est-ce qu'il y a une estimation d'un retour sur investissement? Oui, oui, bien sûr. Hein, ça fait partie du travail qui est réalisé, d'estimer le coût de l'énergie, comment on le financerait, ce genre de choses. Voilà. Aujourd'hui, on pense qu'on peut faire des premiers bateaux à 300 euros du mégawattheure, qu'on peut livrer l'énergie à 300 euros du mégawattheure, entre 250 et 300 euros du mégawattheure, qui sont des niveaux en fait de prix qui sont tout à fait compétitifs sur ces territoires. Par exemple en Guadeloupe ou en Martinique pour l'énergie pour les pointes du soir en fin de soirée là, on va être sur ces coûts-là. Et puis sur des territoires un peu plus petits, voilà, par exemple vous avez Saint-Barth où l'électricité, les gens la payent 400 euros du mégawattheure. Ok. À quelle vitesse avance le Farwinder? 22, un petit 22. Donc D'accord. ça peut paraître rapide. Faut voir là que c'est proportionnel à la taille des bateaux en fait. Ils sont à la fois légers et très longs. Donc finalement, si vous calculez, regardez le nombre de flottes auxquelles ça correspond, c'est finalement pas particulièrement très rapide. Alors, une suggestion, toujours sur la navigation, quand vous serez en troupeau, vous pourriez les amarrer entre eux pour éviter les sautes de vent locales. Est-ce que tu penses que c'est une idée à creuser? Écoutez, en tout cas, merci pour la suggestion. Là, je sais pas trop. Enfin, faut regarder si oui, peut-être, pourquoi pas, oui. Enfin, après, ils seront quand même espacés assez loin des autres, les uns des autres, donc ça fait quand même des amarres longues, et puis on risque d'avoir des chocs dans les amarres. Je pense que c'est des choses qui sont pas dans les haussières, c'est pas quelque chose de très souhaitable. Donc, je sais pas. Faut regarder si le jeu en vaut la chandelle. Je suis pas convaincu a priori, mais il faut regarder. Si vous me prouvez que ça a du sens, pourquoi pas. Alors peut-être pour revenir sur les aspects un peu modèle d'affaires, quel serait le LCOE de la production électrique par rapport à une éolienne flottante standard? Donc aujourd'hui, j'ai dit les prix auxquels on pense arriver, enfin les coûts auxquels on pense arriver pour les premiers bateaux. On pense qu'à l'horizon 2030, on sera à 150 euros du mégawattheure. Donc 150 euros du mégawattheure, c'est tout à fait cohérent avec les coûts dans les territoires type Antilles. Et puis il faut quand même voir que 150 euros du mégawattheure, c'est pour de l'énergie qui est stockée. C'est donc de l'énergie qui est stockée dans des batteries qu'on livre. Et donc de l'énergie qu'on peut exploiter quand on le souhaite. Ok. À terme, combien de bateaux tu penses avoir au sein d'une flotte? Alors, je suppose que ça dépend un peu du modèle et puis du marché visé, mais... Il peut y en avoir beaucoup. Je ne risquerais pas, enfin, c'est un sujet sur lequel on débat avec mes associés, en fait, de qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qu'on peut viser. Écoutez, aujourd'hui, il y a 300 000 éoliennes dans le monde, elles ont été installées en 20 ans. Ok, donc belle perspective. Des questions maintenant sur un petit peu sur l'impact environnemental des bateaux. Est-ce qu'il a été évalué? Alors, ce qui a été évalué, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une ACV un peu préliminaire pour voir en termes d'émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure produit, où est-ce qu'on en serait. A priori, on en sera de l'ordre de 30-40 grammes de CO2 par kilowattheure, avec les caractéristiques que j'ai données tout à l'heure, hein, des bateaux acier, des rotors composites, ce genre de choses. Ce qui pèse lourd, donc 40 grammes de CO2 du kilowattheure, bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est 3 à 4 fois plus qu'une éolienne, mais c'est pour de l'énergie stockée. Ce qui pèse lourd dans notre bilan, c'est les batteries. En fait, si hors batterie, on va être autour de 10-15 grammes de CO2 par kilowattheure, donc tout à fait comparable à des éoliennes, mais forcément, il faut qu'on inclue le stockage. Et donc, avec le stockage, on est au-delà de ça. Voilà. Aujourd'hui, on discute avec une entreprise qui vise
construire une méga factory de batteries en France, du coup avec de l'électricité bas carbone française, qui permettrait de réduire l'impact carbone des batteries et donc d'améliorer aussi notre bilan carbone. Voilà pour ça. Et après, en termes d'autres impacts, bon, les bateaux, a priori, devraient être assez silencieux. Donc, en termes de... Ils sont tout électriques, hein, tout électrique ou hydrogène, carburant liquide. Donc, silencieux. Donc, en termes de bruit dans les océans, ça devrait être pas mal. Un sujet, c'est plus les risques de collision avec des mammifères marins, avec nos hydrogénérateurs. Bon, là, des discussions qu'on a pu avoir avec un bureau d'études environnementales, les pingers, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça fait rajouter du bruit dans l'eau, donc dans l'océan qui est déjà devenu trop bruyant pour beaucoup d'animaux. Donc on pense plutôt peut-être avoir des embryons de quilles qui permettraient de dévier les objets ou les animaux qui seraient sur les trajectoires. C'est partie des choses qu'on regarde, qu'on a notamment inclus dans un projet qu'on a déposé à l'ADEME récemment. Donc c'est déjà une préoccupation. Bien sûr, oui. Une autre question un petit peu sur les aspects un petit peu connexes, mais qui sont très importants également. Comment abordez-vous l'aspect juridique? Avez-vous entamé des discussions, des réflexions sur les autorisations qui seraient à obtenir pour déployer des Farwinder? Tout à fait. Alors, on a commencé, oui, on a fait une étude à ce sujet-là avec un laboratoire avec des spécialistes. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on est sur... il faut que les bateaux obtiennent leur permis d'armement, donc un peu leur carte grise pour faire une image avec le véhicule. Une fois qu'il a sa carte grise, qu'il est autorisé à rouler, une fois que le premier bateau est autorisé à rouler, derrière les autres bateaux ils sont aussi autorisés à rouler. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, en termes d'autorisation, celle qui va être difficile à obtenir, c'est la première, mais ensuite, après, vous n'en avez pas besoin de plus. On est aujourd'hui sur, a priori, une liberté totale. On n'a pas besoin d'autorisation particulière pour exploiter les bateaux. Ce sont des navires pacifiques, et donc ils ont cette possibilité de naviguer où bon leur semble, et donc au passage, ils produisent de l'énergie, super. Voilà. Donc en termes d'autorisation, ça va plutôt être au niveau des infrastructures portuaires, où là, il y aura forcément des autorisations à obtenir, ou éventuellement et aussi du raccordement dans les versions électriques. Donc, pouvoir déployer assez rapidement la technologie sans attendre des autorisations qui sont parfois longues. Hein. On a l'expérience en France sur l'éolien offshore, c'est un avantage de la technologie. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'occupation du domaine public maritime. Voilà, c'est ça qui est fort. Il n'y a pas d'infrastructure, donc pas d'occupation du domaine public maritime. Donc, à ce titre-là, il faut des autorisations pour les installations. Une installation, c'est quelque chose qui est installé. On n'est pas installé, on se déplace. Donc, pas d'autorisation après. Alors, le temps passe vite. On va prendre une dernière question. Quid de panneaux solaires photovoltaïques sur le bateau qui pourraient améliorer son autonomie ou la captation de l'énergie? Je vous invite à faire le calcul. Alors, il y en aura, mais il y en aura pour de l'appoint, en fait, un peu en sécurité, pour pouvoir, si jamais, pour une raison X ou Y, il y avait besoin d'énergie, que les batteries étaient totalement à sec, pour recharger un peu. Mais je vous invite à faire le calcul de quelle serait la puissance installée correspondant à ça par rapport à la puissance totale des bateaux, et vous verrez que c'est vraiment marginal. Ok, bon, il y a encore des questions qui arrivent, hein, ce qui montre vraiment l'intérêt aujourd'hui pour le sujet hein, sur ce webinaire. On n'a pas pu répondre malheureusement à toutes les questions, mais vous avez à la fois les contacts d'Aurélien, vous avez le mien, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions non traitées. Donc ça va être maintenant le moment de clôturer ce webinaire, et c'est également traditionnellement le moment de vous annoncer la prochaine édition. Voilà, donc, oula, je suis allé un peu vite en besogne. Non, voilà. Donc, le prochain WIMEC webinaire, hein, donc on l'a prévu maintenant le 3 juin prochain, à la même heure, 17h, hein, et on vous présentera lors de ce webinaire le projet Freedom. On parlera cette fois-ci de simulation d'opérations marines et d'un nouveau logiciel, donc Freedom, qui a été développé dans le cadre du projet WIMEC éponyme par Centrale Nantes en collaboration avec la société DICE Engineering. Alors, les opérations marines, hein, comme vous le savez, sont très importantes et interviennent à chaque étape hein, de la mise en œuvre de ces dispositifs de récupération d'énergie en mer, que ce soit au niveau de leur installation, au niveau de la maintenance, de l'opération, le démantèlement.
Et donc, cette simulation numérique, c'est un outil puissant et rapide pour concevoir et planifier ces opérations. Donc, le projet a permis de développer une nouvelle génération d'outils de simulation pour ces opérations complexes. Et DICE, d'ailleurs, propose d'ores et déjà, des services et des projets collaboratifs qui utilisent ce quadriciel, qui est devenu un de ces outils stratégiques dans le développement de la société. Donc, j'espère que ces quelques mots d'introduction vous ont mis en appétit et vous ont donné envie de découvrir cet outil et de participer avec nous donc à ce prochain WeMake webinaire. Et vous pourrez d'ailleurs très rapidement vous inscrire en ligne sur le site du WeMake, wemake.fr, en passant par exemple par l'agenda sur la homepage du site et en sélectionnant la date du 3 juin donc sur cet agenda. Bon, de toute façon, en milieu de semaine prochaine, vous recevrez plus d'informations par mail si vous souhaitez vous inscrire. Alors pour conclure, vous recevrez également par mail d'ici quelques jours le lien vers la synthèse de ce webinaire d'aujourd'hui et puis vous pourrez revisionner la vidéo et n'hésitez pas à partager ces contenus à toute personne qui serait intéressée. Alors si vous voulez partager et puis ne pas manquer les actualités, je peux aussi vous inviter à vous abonner à la newsletter de WeMake. Et si vous êtes intéressé par ces actualités ou plus largement celles des énergies marines et de l'éolien offshore. Donc là encore, si vous êtes intéressé, très simple, vous rendez sur le site wemake.fr et puis l'inscription se fait en quelques clics à partir d'un bouton qui se situe en bas de la homepage du site. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux ou revisionner les différents WeMake Meetings sur notre chaîne YouTube. Voilà, et enfin, pour terminer, merci aux participants. On était une soixantaine aujourd'hui au pic. Merci pour toutes vos questions pertinentes. Merci à Aurélien pour sa présentation du projet Farwind. Merci à Sandrine Jamet en régie qui nous a permis que tout se déroule comme d'habitude dans des très bonnes conditions. Et puis donc, rendez-vous donc le 3 juin prochain pour parler cette fois d'opérations en mer au travers du projet Freedom. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et puis surtout, continuez à bien vous porter. À très bientôt.